Hello, bienvenue à la 6ème page où l'on discute lecture façon book club. J'étais tellement heureuse d'enfin me pencher sur cet épisode qui regroupe mes meilleures lectures de l'année 2024 parce que je me disais naïvement que ça allait être l'occasion de revenir sur de merveilleux livres que j'ai adorés, mais c'était sans compter la frustration extrême que cette préparation d'épisode a généré avec son lot de choix cornéliens à effectuer. Parce que cette année je n'ai pas lu un peu, je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu beaucoup trop de romans. Alors c'est très positif pour moi, mais ça m'a pas facilité la tâche pour ma sélection, loin de là, d'autant que j'ai eu l'excellente idée de bien les choisir, et d'avoir découvert énormément de livres incroyables qui mériteraient de figurer ici. Quelle idée! Alors comme j'arrivais pas à me résoudre à ne vous en présenter que 6, j'ai décidé d'en mettre 12 à l'honneur. J'aurais pu faire 18, j'aurais pu faire 24, on ne fait que dans les multiples de 6. Mais bon, 12 ça me paraissait plutôt raisonnable. Ce fut donc une très belle année de lecture qui compte vraiment peu de déceptions et pour laquelle j'aimerais déjà vous faire un petit point statistique. Pour commencer, j'ai lu beaucoup de graphiques cette année par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, puisque j'en ai lu 19, ça comprend BD, webtoon, romans graphiques, manga, même s'il n'y en a pas eu, mais enfin voilà, toutes ces choses-là, les albums jeunesse également. Et donc je ne les compte pas après dans mon total de livres, c'est vraiment une catégorie à part, sinon en tout j'ai lu 120 livres, et dans ces 120 livres, il y a 95% de fiction et 5% de non-fiction, donc d'essais ou de documentaires. En ce qui concerne le genre de l'auteur, ce sont des statistiques que j'aime toujours noter. J'ai lu 30% de livres écrits par des hommes et ensuite j'arrondis un petit peu les statistiques, mais globalement j'ai lu 74% écrits par des femmes et 1% mixte, c'est-à-dire quand c'est un homme et une femme qui ont écrit un roman ensemble. Pour ce qui est des origines de l'auteur, j'ai lu 58% de romans français et 41% écrits par des auteurs étrangers. J'ai lu plus de 98% de mes lectures en français et un peu moins de 2% de mes lectures en anglais. Après, j'ai lu aussi pas mal de graphiques en anglais, mais bon, je les compte pas là-dedans, donc c'est pas grave. Donc voilà, c'est clairement pas autant que ce que je voulais lire en anglais, mais en même temps, ça me demande quand même vachement plus de concentration, donc j'essaye de m'améliorer d'année en année. L'année dernière, j'en avais lu qu'un. Et ensuite j'ai les statistiques en termes de nombre de tomes, donc 67% étaient des one-shots et 33% étaient des tomes de saga. J'ai abandonné 4 livres dans l'année, et donc après, alors j'ai pas sectorisé mes lectures, mais globalement il y a beaucoup de romans jeunesse, ados, young adultes, beaucoup de fantasy, j'ai lu pas mal de romans cette année, c'est pas du tout un truc que je lis beaucoup, mais j'aime bien en intercaler de temps en temps. Et vu que j'ai vraiment lu énormément par rapport à d'habitude, eh bien forcément ça s'intercalait plus rapidement. Il y a eu dans le pourcentage, il y a eu plus de romances qu'habituellement. Je lis toujours quelques polars, en fait j'ai vraiment des goûts assez éclectiques, donc il y a un petit peu de tout. Il y a quand même une chose importante pour moi que je note, c'est que 21% de mes lectures abordent l'écologie ou la nature, et c'est une statistique que je note toujours et que j'essaye chaque année d'augmenter, puisque ça me sert vraiment pour mes épisodes Écosis qui concernent la littérature et l'écologie. Et aussi que c'est des sujets tout simplement qui me passionnent et qui me parlent beaucoup, et notamment en roman. Juste pour expliquer, le nombre de lectures que j'ai pu faire cette année n'est pas du tout significatif d'une année classique pour moi. J'ai très peu travaillé cette année et j'ai donc eu beaucoup de temps pour lire, d'où le grand nombre de livres que je vous ai annoncé un petit peu plus tôt. Et aussi, dans tout ce que je vais vous présenter, que ce soit les graphiques ou les romans, il n'y a pas d'ordre de préférence ou d'ordre chronologique, c'est aléatoire. J'ai noté quelques graphiques que j'ai vraiment beaucoup aimés, je vais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment plutôt un épisode sur les romans que j'ai aimés, mais j'avais quand même quelques petites mentions honorables. Donc comme je vous le disais, graphique pour moi c'est ce qui regroupe BD, romans graphiques, albums, webtoon, manga, toutes ces choses-là. J'ai pas lu de manga, j'ai découvert les webtoons cette année, j'en ai lu un je crois, ou deux. Cette année, j'ai découvert les 3 premiers tomes de la saga Lightfall écrits par Tim Probert. Je les ai lus en anglais, mais ils sont publiés en brochet chez Gallimard et désormais en très belle édition reliée également en français. J'en parle beaucoup plus longuement dans un de mes derniers épisodes qui est dédié à la lecture en anglais pour tout simplement essayer d'améliorer sa façon de lire en anglais. Et donc ici, on est dans un récit fantasy où on suit une jeune fille qui vit avec son grand-père qui va disparaître un jour.
et elle va essayer de surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Et c'est le départ d'une quête, c'est le départ aussi de sa rencontre avec Cad, qui est un galdurien, donc c'est une espèce qu'on pensait éteinte dans ce monde-là, qui fait vraiment un chouette compagnon de voyage, et donc ils vont partir comme ça à la recherche du grand-père de Béa. Et c'est vraiment une très chouette histoire, l'anxiété est super bien abordée, les planches sont splendides, c'est aussi ça qui fait la beauté du livre. C'est assez cosy, il y a de l'action, il y a vraiment des chouettes choses qui se passent, mais c'est aussi assez contemplatif. Enfin, vraiment, je recommande beaucoup cette BD. J'ai également adoré la BD Algues Vertes, qui se situe totalement dans un autre registre. C'est écrit par Inès Leroux et c'est dessiné par Pierre Vanov, et c'est publié chez Delcourt. Et donc on y parle de toute l'enquête journalistique qui a eu lieu autour des scandales autour des algues vertes en Bretagne. Donc moi je suis bretonne et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et comme je vous le disais, ça tourne autour évidemment de l'écologie, de l'élevage intensif et de plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Donc c'était une lecture assez glaçante quand même parce que ça montre vraiment l'inaction mais la plus totale, le déni immense et même l'omerta en fait qui a été faite par le gouvernement. Enfin bref, vraiment hyper intéressant, ça se lit rapidement, c'est vraiment passionnant, donc c'est une BD que je conseille énormément aussi. En non-fiction également, j'ai adoré S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, écrit par François Sarano et Pomme Bernos. C'est un travail de vulgarisation scientifique extraordinaire qui a été fait autour des cachalots. C'est publié chez Actes Sud dans la collection Monde Graphique. Et donc l'illustratrice Pomme Bernos va vulgariser tout le travail de François Sarano autour des cachalots alors qu'elle n'en a jamais vu de ses propres yeux. Donc c'est assez drôle parce qu'on voit aussi toute sa recherche graphique. Ça a été très bien fait, il y a beaucoup d'humour aussi qui est mis, c'est un peu fait sous forme de dialogue, pas du tout de bulles, hein. On voit pas de représentation de personnes qui parlent ou quoi. C'est vraiment un ouvrage scientifique extrêmement bien abordé. Mais là vraiment je me dis, mais même enfant j'aurais adoré lire ce genre de livre. Ça en fait un récit absolument magnifique et passionnant. J'avoue que je me penche de plus en plus sur les livres qui parlent de baleines, enfin c'est vraiment un animal que je trouve splendide et que j'adore découvrir de plus en plus. Et le cachalot c'était aussi un animal qui m'intriguait beaucoup. C'était extrêmement intéressant, vraiment on voit les coulisses de la recherche scientifique, on voit comment s'organise la vie sociale d'une famille de cachalots, les clans, on apprend vraiment sur plein de choses qui concernent les cachalots. On voit aussi toutes les zones d'ombre, tout ce qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et une des dernières BD que j'ai lues ces derniers jours, là, courant décembre, et dont j'ai lu les 6 premiers tomes, c'est Le Château des Étoiles, écrit et dessiné par Alex Alice, publié chez Rue de Sèvres. Ça se passe en 1869, et la conquête des étoiles commence. On est dans un récit un peu steampunk qui va mêler, je vais pas dire magie, c'est plus science-fiction, avec toute cette ambiance de découverte scientifique et d'exposition universelle. Donc en gros, on imagine que la conquête des étoiles a un siècle d'avance, et la mère de Séraphin part à la recherche de l'éther dans un ballon, mais elle va disparaître mystérieusement. Un an plus tard, une lettre anonyme révèle que son carnet de bord a été retrouvé et Séraphin et son père vont suivre la piste de ce carnet et va commencer une histoire assez incroyable. Franchement, c'est pas nécessairement pour les enfants, même si pendant le premier tome, je pensais que c'était un peu jeunesse et adulte aussi. Maintenant, je me dis que c'est quand même vachement plus adulte, c'est quand même pas si accessible pour les jeunes. Je dirais en tout cas pas avant 12 ans. Mais vraiment, j'aime trop, c'est super intéressant. On suit nos personnages grandir parce que au début, Séraphin et ses amis ont environ 10-11 ans et on va vraiment les voir grandir tout au long du récit. Les planches sont splendides, vraiment le trait, j'adore, c'est fait à l'aquarelle et c'est magnifique. C'est vraiment une histoire à découvrir. J'ai été fascinée, j'adore l'ambiance steampunk qui se dégage. Et puis alors là, ce 6e tome, vraiment, il y a eu une page à déplier sur l'exposition universelle, mais c'était trop beau. Maintenant ces petits points statistiques et graphiques effectués, on va passer à la crème de la crème, les romans. C'est ce que je lis le plus, ce que j'aime le plus. Et si vous suivez un peu le podcast, vous savez à quel point mes goûts sont éclectiques et ça se retrouve assez dans ce top. Il y a tellement d'autres lectures que j'aurais aimé glisser ici, dont des essais, des romans, plein de choses. Mais bon, parfois dans la vie, il faut faire des choix.
J'irais pas jusqu'à dire que c'était le choix le plus compliqué de ma vie, même si je suis un peu une drama queen et que c'est totalement le genre de truc que je pourrais dire. Mais franchement, on n'était pas loin. Mais que voulez-vous, j'ai d'excellents goûts, donc forcément, ça s'accumule. Et on commence par une trilogie. Alors oui, je triche un peu, hein. Moi je dis roman, mais en vrai, si c'est une saga, je compte la saga dans son entièreté, à moins que le reste m'ait déçu, mais c'est pas le cas ici. Donc on commence par une saga de 3 tomes, à savoir Steam Sailors d'Ellie S. Green, publié en brochet et en relis intégral chez Gulfstream Editor et désormais en poche chez PKJ. Je vais pas en parler trop longtemps parce qu'il y a tout un épisode que j'ai dédié à cette saga puisque je l'ai vraiment adorée, bon, évidemment puisqu'elle est ici. On embarque à bord de l'héliotrope pour vraiment un voyage au pays des pirates, mais dans les airs, au milieu d'îles flottantes, sur les traces d'une alchimie secrète assez fascinante. C'est un peu tout ce que je vais vous en dire, mais vraiment l'équipage, le bateau, les personnages, je me suis tellement attachée à cette histoire et ouais, vraiment au personnage. L'autrice a vraiment réussi à construire des personnages extrêmement attachants. J'ai tellement aimé m'embarquer dedans, j'ai pas pu les lâcher, d'ailleurs je les ai tous enchaînés. C'est quelque chose que je fais assez facilement quand je suis très embarquée dans une saga. J'avais tellement pas envie de la quitter, et d'ailleurs j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer l'intégrale pour pouvoir lire aussi le petit préquel, ou en tout cas la nouvelle qui est associée, et qui est désormais d'ailleurs disponible en solo. Elle n'est plus uniquement dans l'intégrale, mais on peut l'acheter à part. Mais étant donné que j'ai pas les livres au format papier, et bien je prendrai l'intégrale parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous aimez les histoires de pirates, les grosses aventures avec vraiment un équipage, un peu avec ce truc de les tropes dont on parle beaucoup, found family, etc. Franchement, j'ai adoré. Il y a peu, voire pas de romance. Honnêtement, ça m'a pas du tout marqué. S'il y en avait une, je me rappelle plus trop. Mais je crois qu'il y en a très très peu. Et ça, c'est aussi, j'avoue, un point appréciable. Et pourtant, enfin, j'aime bien quand il y a des petites touches. Donc en tout cas, ça m'a complètement comblé comme histoire. Franchement, c'était génial, juste ça m'a rappelé l'époque où on découvrait les Pirates des Caraïbes et trop bien, j'ai adoré embarquer là-dedans et je vous invite à écouter mon épisode si vous voulez en savoir un peu plus. Sachant que quand je fais des épisodes complets sur une saga, je ne spoile pas, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez l'écouter, vous n'apprendrez rien qui risquerait de vous spoiler. Ce second livre, j'ai vraiment hésité à le mettre parce que quand on me demande mes livres préférés, j'ai toujours du mal à mettre un livre qui a été horrible. Mais pourtant, il a été exceptionnel. Enfin, en fait, c'est juste qu'il m'a vraiment appris beaucoup de choses, mais il était horrible. Et c'est pas le seul d'ailleurs dans cette liste. Il s'agit de Sauvage de Nathalie Bernard, publié en brochet chez Thierry Magnier Éditions et en poche chez Paul Fiction. On apprend dans le résumé qu'arraché à sa famille, Jonas vit depuis ses 10 ans dans un pensionnat pour enfants autochtones et se plie aux règles qui ont pour but petit à petit de tuer l'Indien en lui. Comment survivre au sein de cet enfer? Un roman poignant et captivant qui dénonce ces pensionnats, véritables prisons qui ont existé au Québec jusqu'à la toute fin du XXe siècle. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je vis actuellement au Québec, ça fait 1 an maintenant, je rentre dans quelques mois, et donc en arrivant ici, je voulais découvrir des romans, soit d'auteurs québécois, canadiens, ou qui parlent du Québec. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur Sauvage, et enfin c'était juste horrible. J'ai pleuré d'ailleurs dans ce roman, enfin franchement ça m'a arraché le cœur, c'était déchirant. Donc faut savoir que voilà, hein, c'est tiré d'histoires vraies, je savais que les pensionnats avaient existé, j'avoue que je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet, et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était mais ignoble en fait. Donc c'est les jésuites à l'époque qui avaient ouvert des pensionnats, arraché des enfants à partir de 6 ans, il me semble, à leur famille. Et donc voilà, le but premier de ces pensionnats, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. C'était, voilà, ils étaient appelés les sauvages, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, de parler de leur famille, de leur culture, de leur tradition. C'est encore extrêmement ancré, toutes ces souffrances. Franchement, c'est juste atrocement triste. Il y a encore des gens aujourd'hui vivants, hein, qui ont totalement connu les pensionnats. Franchement, c'est des générations de sacrifiés, de déchirés, enfin c'est juste horrible. Je trouve que c'était très important de lire ça, d'autant plus que je m'intéresse quand même beaucoup au peuple des Premières Nations. D'ailleurs, je suis allée au Salon du Livre des Premières Nations, j'ai trouvé ça absolument génial, j'ai assisté à pas mal de conférences, j'ai fait partager un petit peu tout ça sur Instagram. Je suis allée voir aussi une pièce de théâtre dont j'ai entendu parler justement dans une conférence au Salon du Livre des Premières Nations. Et vraiment, maintenant, j'ai envie de découvrir plein de récits, soit écrits par des auteurs autochtones. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dans les traditions et dans plein de valeurs qui peuvent transmettre. Donc voilà, c'était le premier, mais je vais pas m'arrêter là. Il y a notamment Betty qui me donne envie, même si apparemment c'est un livre qui détruit l'âme.
Donc bon, j'avoue que j'ai pas tellement hâte de m'y plonger, mais il me fait quand même envie. Et on continue sur les réjouissances avec Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, j'espère que je le prononce correctement, qu'on peut retrouver en brochet chez Sarbacane et en poche chez le livre de poche jeunesse. J'avais découvert le film quand j'étais ado, je pense, et j'avais adoré, il m'avait laminé aussi le cœur, c'était horrible. Enfin, en fait, il y a des livres comme ça qui nous marquent parce qu'ils sont juste... Ils parlent de sujets très durs, et celui-ci, ça en fait partie. On y retrouve Charlie, qui est un ado que tout le monde va considérer comme un peu bizarre. Il est très renfermé, très 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 sensible. En tout cas, il est vraiment différent. On va le suivre tout au long, je crois que la temporalité, ça doit être une année, donc toute une année de lycée, pendant laquelle il écrit des lettres. Alors on ne sait pas à qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc c'est un roman épistolaire où on ne lit que ses lettres à lui. Et donc on suit les lectures de classiques américains que son professeur de lettres lui fait découvrir, on y suit un peu ses interactions, et puis sa rencontre avec ses deux meilleurs amis, c'est-à-dire Patrick et Sam, donc deux camarades qui sont un peu plus âgés, qui se trouvent aussi dans son lycée. Et ces deux personnages vont vraiment le prendre sous leur aile, mais à la fois ils vont le protéger, à la fois l'exposer, enfin c'est un peu une relation étrange. Et donc Charlie, il a très envie de les suivre dans les musiques, les filles, les fêtes. Mais voilà, c'est tout un monde que Charlie découvre et qui est très compliqué à appréhender pour lui. Et donc au fur et à mesure des lettres, on va comprendre ce qui se passe, pourquoi Charlie agit comme il agit, pourquoi est-ce qu'il a des interactions aussi étranges avec les autres. Et moi, ça m'a juste laminé. C'est très dur. Je peux pas parler du sujet parce que je pense que ça fait totalement partie de la psychologie du personnage, justement. Tout l'intérêt, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Tout comme Charlie ne sait pas non plus. Enfin, voilà, c'est très compliqué à appréhender pour lui également. C'est un livre très court que je vous conseille vraiment. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je l'ai lu en anglais. Donc voilà, c'est une très belle histoire, mais aussi triste, mais importante. Un peu moins triste, quoique. On va parler maintenant de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, publié en brochet chez Seuil et en poche chez Point. C'est un livre qui fait partie de la liste de Reese Witherspoon, je sais jamais comment prononcer son nom de famille, mais donc c'est l'actrice qui a lancé son club de lecture et qui rachète également les droits parfois des livres pour en faire des films, puisqu'elle est également productrice. Et j'avoue que pendant des années, j'ai vu ce livre passer sur les étals. Je me rappelle même en supermarché, on le voyait beaucoup. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment intéressée à ce que ça pouvait raconter. Jusqu'à ce qu'une collègue que j'adore me le recommande et me dise que vraiment c'était extrêmement immersif, c'est du nature writing, ce que je ne savais pas du tout. Et je me suis lancée, et mais le coup de cœur monumental. Je pourrais presque dire que c'est ma meilleure lecture de l'année. Vraiment, ça a été exceptionnel. J'ai adoré. J'ai d'ailleurs enchaîné avec le film parce que je voulais comparer et puis rester dans l'univers surtout. Le film était sympa, mais voilà, c'était clairement trop axé, enfin, beaucoup de choses un peu romancées, qui n'avaient pas nécessairement lieu d'être. On y suit Kaya, la fille des marais, une petite fille sauvage qui s'élève seule depuis qu'elle est petite, puisque toute sa famille l'a abandonnée petit à petit. Sa mère est partie, ses frères et sœurs sont partis, et reste toute seule avec son père qui s'occupe absolument pas d'elle. Et elle vit dans un marais en Caroline du Nord, dans une petite cabane au bord de l'eau, et elle devient tout simplement cet enfant totalement sauvage, pour qui les interactions sociales sont très compliquées, et pourtant elle a vraiment envie, elle a envie de donner de l'amour, elle a envie de rencontrer du monde, c'est juste qu'elle n'a aucun code social, surtout pour un petit village de Caroline du Nord, pas très ouvert d'esprit, voilà, ça facilite pas les rencontres, et donc on va vraiment la suivre dans tout l'apprentissage qu'elle va faire de la nature. En fait, ça va vraiment devenir une spécialiste de son marais. On la voit étudier les plumes, les coquillages, les espèces, les animaux. On la suit dans toutes ses découvertes, dans toutes ses expérimentations, comment elle va se faire un petit peu d'argent pour subvenir à ses besoins, comment elle maintient sa petite cabane à flot. Voilà, elle a 10 ans quand elle se retrouve seule, et puis tout le village est très hostile envers elle. On va la suivre comme ça, grandir, jusqu'au jour où un homme est retrouvé mort dans le marais. C'était un jeune homme très apprécié par le village, vraiment disons le beau garçon, tout le monde l'aimait.
On pourrait le comparer au quarterback du lycée dans l'idée. Et Kaya va se retrouver accusée de ce meurtre. Et donc on va suivre dans ce livre une sorte de double temporalité entre l'enquête et toute la vie de Kaya jusqu'à ce moment-là où elle va se retrouver accusée et même emprisonnée. C'est extrêmement bien fait, c'est vraiment du nature writing, on a beaucoup de descriptions de paysages, c'est splendide, franchement c'est très bien fait, on s'ennuie pas à un seul moment. J'ai pas trouvé ça d'ailleurs particulièrement contemplatif, en fait c'est vraiment intéressant. D'ailleurs l'autrice est zoologiste, je pense que ça explique beaucoup de l'intérêt qu'on peut retrouver pour la nature et les descriptions, même par rapport aux interactions entre les espèces. D'ailleurs j'ai adoré les parallèles qui ont été faits entre les interactions que Kaya a avec les hommes et les autres humains même, et les interactions entre les espèces qu'elle peut observer dans le marais. Enfin franchement, c'était fascinant. Moi vraiment cette histoire elle m'habite depuis 1 an quasiment, et je sais déjà que je vais le relire, et dans pas trop longtemps, et j'aimerais vraiment l'annoter et dessiner dans le livre. Enfin franchement c'était vraiment trop bien, ça m'a donné plein d'envie, plein d'idées, ça m'a donné vraiment envie d'apprendre plein de choses aussi sur la nature qui m'entoure. Et comme dirait Le Monde, c'est un superbe hymne à la nature. Voilà, donc franchement, à découvrir. Une saga dont je vous ai beaucoup parlé cette année, c'est Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié chez Robert Laffont. Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Brincliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé. Sauf que la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. On a aussi Delilah qui est un génie de l'informatique, qui a un bon petit caractère et qui essaye de sauver de la faillite son site de rencontre. Et pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Mais elle va se retrouver un petit peu embêtée quand elle découvre que son nouveau locataire se révèle être Samson, qu'elle déteste pour plein de raisons, d'autant plus qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. On se retrouve donc avec l'ARV, agence de rencontre des Vallons, et l'ARV, agence de recherche des Vallons. C'est une saga en 10 tomes, là j'en suis actuellement au 7, j'ai aucune envie de la quitter. C'est un cozy mystery que j'adore, vraiment dans une ambiance, c'est ça, Angleterre, petit village brumeux et pluvieux, tasse de thé et petit gâteau, franchement mais à déguster. Et puis alors, moi vraiment, le délire enemies to lovers, là, les personnages qui se détestent et qui se retrouvent, c'est vraiment pas un truc que j'apprécie beaucoup, j'avoue, en littérature. Mais là, c'est vraiment bien fait. Et puis, honnêtement, enfin, je veux dire, ils sont loin d'être débiles, les personnages, donc on n'a pas ce truc je le déteste, mais je sais pas pourquoi. Non, ça, c'est insupportable. Et puis surtout, vous allez lire le roman le plus slow burn de toute l'histoire. C'est la romance la plus étirée, je n'ai jamais vu ça. Et c'est tellement, tellement bien, tellement agréable. Et franchement, mais les enquêtes, l'ambiance, le chien Calimero, il est trop mimi. Enfin, vraiment, mais lisez Les Détectives Yorkshire, vous passerez tellement un bon moment. Même si vous n'êtes pas fan à la base des enquêtes, c'est juste, tout est bien, tout est à prendre. Puis ce roman qui m'a vraiment mis à plat, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, publié chez Hachette Roman. Donc comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de faire la fête sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. On va suivre ces deux sœurs qui se comprennent plus du tout, qui sont totalement différentes. On va voir comment elles interagissent avec leurs parents, ce qui se passe aussi avec cette période très spéciale qui est l'été, et qui est vraiment comme une bulle dans une année, surtout en particulier quand on est au lycée ou en études et qu'on a encore ce truc des vacances d'été. C'est vraiment une bulle totalement à part, où on peut être comme une sorte de deuxième nous, enfin une autre version de nous-mêmes en tout cas. Moi ce livre il m'a fait autant de bien que du mal, hein. Je me suis trop reconnue dans les deux sœurs, surtout dans Phoebe, mais enfin, les deux, elles sont super touchantes. Et puis, Clara Hérault, l'autrice, c'est vraiment cette personne qui met un doigt bien douloureux sur ces choses qu'on n'arrive pas à nommer et sur des sensations. Et enfin, c'est très 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 humain, c'est très vrai. Et franchement, elle a une plume à découvrir. J'ai adoré ces 3 romans d'ailleurs, dont forcément les 2 contemporains m'ont déchiré. Mais sa romance de Noël était vraiment très très bien aussi, j'avais adoré l'année dernière. Donc une autrice que je vous recommande vraiment et dont j'ai hâte de lire la prochaine parution.
Et puis j'ai adoré cette duologie de fantasy qui est L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer, publiée chez Hachette Romans en brochet mais également en relié. C'est une lecture qui me disait déjà beaucoup, mais alors là où ça m'a vraiment donné encore plus envie, c'est que j'ai entendu Smarties du podcast Le Thé Livresque en parler comme étant une réécriture du château ambulant, enfin en tout cas une inspiration, une référence au château ambulant. Et effectivement, et ça a vraiment porté du coup mon récit, enfin je l'ai d'autant plus apprécié en ayant cette information. Et franchement je pense que j'aurais pas nécessairement eu les références si on me l'avait pas dit, enfin j'aurais pas capté. Mais du coup là j'ai pris encore plus de plaisir à le lire. J'ai adoré les 2 tomes avec encore une préférence pour le premier, mais franchement les 2 étaient excellents. Et donc on se trouve en Graën où le temps a un pouvoir. Et on y suit Sophie de la Pointe, qui n'est pas une simple horlogère, mais une chronolangue. C'est-à-dire qu'elle parle aux oranimas, qui sont des horloges avec une âme, qui, dans le cas de celle dont s'occupe Sophie, sont chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Sophie, elle a son petit quotidien assez rythmé, qui va totalement être bouleversé le jour où le frère jumeau du roi va lui demander de réparer un engrange-temps. C'est une horloge magique extrêmement rare qui permet de voyager dans le temps. Elle va être tiraillée entre l'envie de revoir son père vivant qui est décédé dans d'étranges circonstances et elle va finalement accepter d'aider le prince et elle est propulsée dans une aventure super périlleuse à la cour royale et elle va ainsi réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. C'était hyper original, franchement j'ai adoré toute cette idée autour du temps et des horloges. Il y a un côté forcément assez steampunk également. Et vraiment, c'était fascinant, c'était passionnant, c'était super bien écrit. Vraiment, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, dont les horloges, vraiment, mais c'était fantastique. C'était vraiment une fantaisie ado, young adulte, comme je pouvais en attendre. J'ai passé un trop bon moment, juste un trop bon moment. Et puis j'ai aussi lu La dernière allumette de Marie Vareille, publiée en brochet chez Charleston. Et là on passe un beaucoup moins bon moment. Enfin c'est pas vrai dans le sens où c'est extrêmement bien écrit, on est totalement pris par le récit, mais ça parle de sujets très durs. Puisqu'on y retrouve Abigail qui depuis plus de 20 ans se trouve dans un couvent en Bourgogne complètement recluse. Elle a en grande partie oublié sa vie d'avant. Elle est d'ailleurs incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et qui l'a amenée comme ça à se retirer du monde. Et de loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, qui a une brillante carrière d'artiste, qui est très encensé par la critique, et son frère lui rend de temps en temps visite et lui raconte un petit peu sa rencontre avec Zoé. Il a l'air d'être complètement tombé sous son charme, sauf que Abigail, depuis qu'il lui a parlé de Zoé, elle a peur. Elle a vraiment très peur, elle a une sorte de sensation que tout va basculer parce qu'elle seule connaît le passé de son frère. Il est d'ailleurs intimement lié au sien puisqu'ils ont tous deux assisté et été victimes de violences de la part de leur père sur leur mère. Et donc voilà, c'est un récit qui parle énormément de violence conjugale. C'est un livre brillant, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien écrit, le récit est fait pour que on n'ait pas envie de le lâcher et en même temps pour nous procurer un tas d'émotions et pour nous montrer aussi à quel point ça peut être insidieux et pervers et à quel point c'est facile de cacher des choses et de ne même pas avoir conscience qu'on est victime au final. Enfin, faut pas trop en dire, faut y aller et se laisser porter. C'est dur, mais c'est très parlant en fait. La façon dont est écrit le livre montre vraiment la façon dont on peut le ressentir, que ce soit d'un point de vue d'ailleurs extérieur ou interne. Enfin franchement, c'était très bien fait. Je vous ai aussi beaucoup parlé de ce livre de Jean Egland qui est Dans la forêt, qui est publié en brochet et en poche chez Goldmeister dans la collection Totem. Un jour, je relirai ce livre et j'en ferai un épisode dédié au podcast parce qu'il m'a vraiment retourné, il m'a happé, je l'ai adoré. J'ai d'ailleurs, comme pour Là où chantent les écrevisses, enchaîné avec le film, que j'ai trouvé pour le coup vraiment moins bon et que je conseille pas spécialement. C'est un monde comme on le connaît, à la différence que petit à petit, il y a des petites choses qui vont s'arrêter. C'est-à-dire que des petites pannes d'électricité de temps en temps, puis de plus en plus, jusqu'au jour où il y a plus de moments de panne que de moments avec l'électricité. Et pareil, des pénuries d'essence, de nourriture. Et en fait, c'est un livre qui montre vraiment à quel point on s'habitue à tout et à quel point on s'adapte, ou pas d'ailleurs,
et vraiment hyper intéressant, hyper réaliste. Franchement, moi, ça m'a glacée parce que j'ai senti comme une réalité extrêmement proche, en fait. C'est très réaliste et c'est comme si c'était là. Et donc, pour Nell et Eva, qui vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt, et ben au début c'est un peu particulier, voilà, elles ont l'habitude de vivre un peu recluses avec leurs parents, mais il y a des choses qui vont changer dans leur situation familiale, et puis elles vont se retrouver finalement seules à devoir survivre alors que tout diminue, leur ration, tout ce que leurs parents avaient préparé, ce que leur père faisait, et c'est là qu'elles vont se rendre compte qu'elles n'ont rien appris en fait. Il y en a une qui se destine à une carrière de danseuse, l'autre qui se destine à de grandes études, mais la réalité, c'est que concrètement, elles savent rien faire pousser, elles savent pas comment se nourrir. Et donc le jour où elles se retrouvent avec cette maison qui a un potentiel énorme, elles ont un jardin, elles pourraient faire un potager, elles pourraient faire plein de choses, elles se retrouvent à devoir tout réapprendre d'elles-mêmes. Parce qu'elles se sont jamais intéressées finalement à ce qui fait vivre pour de vrai. Et on va les suivre dans leur quotidien, c'est très intime comme livre, c'est rythmé par les sachets de thé, alors c'est un peu anecdotique, mais petit à petit elles rationnent le thé, c'est un peu le dernier plaisir qu'elles ont, c'est de ces sachets de thé qu'elles vont se petit à petit rationner, donc prendre à chaque fois plus qu'une pincée de sachets de thé, puisque là au début où elles faisaient tremper le sachet en entier pour une tasse, bon bah jusqu'au jour où à chaque fois elles mettent 2 grains de thé dans la tasse, pour que finalement il ne reste plus de thé. Elles se retrouvent pendant des mois à boire de l'eau chaude et puis jusqu'au jour où elles vont réapprendre en fait, se repencher sur les plantes, sur toute la forêt qui les entoure, qui leur fait un peu peur mais en même temps qui est une véritable ressource. On peut dire que c'est un peu un classique américain, il a été écrit courant des années 90 et franchement c'est beaucoup de choses qu'on a vécues pendant le Covid et ça a fait beaucoup de parallèles et c'était très intéressant. J'ai adoré ce livre. Un autre gros coup de cœur que j'ai eu cette année et dont je vous ai parlé dans mon épisode spécial sur les sorcières qui est sorti autour d'Halloween, c'est Les sorcières du phare de C.J. Cook, qui est publié en brochet chez Hauteville. Je trouve que le résumé est assez bien fait, donc je vais vous le lire, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Un phare abandonné. Au sommet des falaises d'une île écossaise se dresse un phare. Dans le passé, des événements aussi terribles qu'étranges s'y sont produits. Tout a commencé par une chasse aux sorcières. Aujourd'hui, des siècles plus tard, les habitants de l'île disparaissent mystérieusement. 2 sœurs perdues. Liv et ses 3 filles ne croient ni aux sorcières ni aux malédictions. Mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, Clover et Saphir sont introuvables et Liv reste seule avec Luna, une enfant mystérieuse. 20 ans plus tard, une des 2 sœurs disparues de Luna réapparaît. Elle est exactement telle que Luna se souvient. Le même visage, le même sourire, le même âge. Face à l'impossible, c'est à Luna de découvrir ce qui s'est réellement passé au phare il y a tant d'années. C'est un roman assez étrange, très énigmatique, avec vraiment une atmosphère lourde et enveloppante, avec cette île battue par le vent, ce phare abandonné, et évidemment cette histoire de chasse aux sorcières. On navigue entre le passé, vraiment des siècles plus tôt, et puis cette double temporalité entre aujourd'hui et il y a 20 ans. C'est une histoire à la fois de famille, de sœurs, de sorcières, et c'était hyper bien maîtrisé. Il faut accepter qu'il y ait des éléments un peu étranges, un peu surnaturels, sans que ça soit non plus complètement tordu. Mais voilà, il y a des éléments inexpliqués qui sont présents et qu'il faut pas forcément chercher à rationaliser. Mais vraiment, moi j'ai été complètement conquise par ce livre. J'ai adoré tous les liens qui se tissent entre les personnages, tout ce qu'on va découvrir au fil des pages. Et j'ai extrêmement hâte de voir l'adaptation qui va être faite, puisqu'il va être visiblement adapté en série. J'ai trop hâte de voir ce que ça pourra donner. Une saga pour laquelle je pense déjà faire un épisode spécial une fois que je l'aurai terminé. Il s'agit de Lockwood & Co. de Jonathan Stroud, publié chez Albin Michel en brochet. C'est une saga de livres que j'ai découvert grâce à la série Netflix, dont j'ai adoré la première saison, et qui n'a pas été reconduite, malheureusement. Vraiment, c'est une honte. Franchement, il y avait moyen de faire un truc vraiment génial, et je trouve ça trop dommage qu'ils aient annulé. Mais bon, voilà, c'est les politiques Netflix, je cherche pas tellement à comprendre, puisque je trouve que c'est pas tellement logique. Mais j'avais donc très envie de découvrir la suite, et pour ça, quoi de mieux que les romans qui sont à l'origine de cette fantastique série, dont les acteurs sont très bien choisis. Je m'étais déjà beaucoup attachée aux personnages dans la série, et vraiment les livres n'ont fait que renforcer les idées de la fangirl en moi. On se trouve dans un Londres un peu particulier, puisque les fantômes, depuis des décennies, ont envahi les rues. Ils s'introduisent dans les maisons, ils terrorisent les occupants, ils hantent certains espaces. Et ils sont catégorisés, voilà, en fonction de la catégorie de fantômes, ils sont plus ou moins dangereux, plus ou moins présents. Et depuis que ce qu'on appelle le problème est apparu à Londres,
on s'est rendu compte que les enfants étaient les seuls à pouvoir les voir. Petit à petit, il y a donc des agences qui se sont montées avec des enfants qui deviennent chasseurs de fantômes et qui sont rémunérés pour ça. Et donc Lucie, qui vient de quitter sa famille, qui vient de quitter là où elle vivait, sa petite ville, se retrouve à Londres à chercher un emploi. Et après avoir écumé toutes les grosses agences dans lesquelles elle a été systématiquement refusée à cause de son manque de recommandations, puisqu'il s'est passé quelque chose dans l'agence où elle était avant dans sa ville qui a fait en sorte qu'elle ne pouvait pas demander une recommandation, eh bien elle va se retrouver à toquer chez Anthony Lockwood, un jeune homme pas bien plus âgé qu'elle qui vient de lancer son agence et ils sont à la recherche d'une troisième personne. Et commence l'aventure de Lucy Lockwood et George, trois personnages qui sont hyper différents, hyper attachants. Et vraiment là, j'ai commencé à fangirl bien, puisque pour moi, il y a de quoi faire clairement une sorte de... C'est pas de Harry Potter dans le sens où c'est pas du tout la même histoire et ça ressemble absolument pas, c'est juste que dans l'idée, ça aurait pu être le nouveau Harry Potter de Netflix. Mais bon, pour moi, ils ont fait une grosse erreur en annulant la suite. Surtout que c'est une saga qui a déjà une énorme fanbase, et donc je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des pétitions et qui essayent de faire en sorte que la série soit rachetée, enfin que les droits soient rachetés. Et donc voilà, on va suivre ces trois personnages dans la façon qu'ils ont de s'apprivoiser tous, dans leur petite vie dans la maison de Lockwood, puisqu'ils vont être tous en coloc là-dedans, et puis surtout dans leur chasse aux fantômes, puisqu'évidemment on a donc toute cette histoire, ces trois personnages qui apprennent à se connaître, qui interagissent, et puis on a aussi à chaque fois un tome, une histoire de fantôme, enfin vraiment une enquête, avec évidemment l'intervention sur place dans la maison hantée, le manoir ou peu importe. On a également des intrigues qui vont se tisser tout au long de la saga. Et c'est ça que j'aime trop, c'est trop bien maîtrisé, le niveau de langue est vraiment assez soutenu, enfin c'est vraiment bien écrit, ce que je trouve très agréable, en particulier pour des romans ado-young adultes. Ça fait assez peur, et puis vraiment le vocabulaire utilisé est tellement agréable à lire, enfin c'est vraiment joliment écrit, c'est plein de belles descriptions. Pour moi, vraiment, le point fort, c'est les personnages, ils sont extrêmement attachants, je les aime tellement. J'ai même fait un tableau Pinterest sur cette série. Donc voilà, je vais pas en dire trop parce que j'ai vraiment envie d'en faire un épisode un jour. Mais en attendant, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller lire ma chronique sur Babelio. Faut juste cliquer sur le lien qui est en description, je mets toujours mon lien Babelio. Et donc dessus, je publie certaines chroniques que je fais, et en l'occurrence celle de Lockwood & Co. J'en suis mi-fière, mi-gênée. Elle est marrante, mais je l'assume pas à 100%. Mais voilà, je l'ai écrite et j'étais quand même contente. On arrive enfin à la dernière lecture de ce top, qui est également ma dernière lecture de l'année. On parle de La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, publiée en relié aux éditions Hurlevent. Ça fait depuis l'ouverture de la maison d'édition que je voulais absolument découvrir leur titre. C'est le premier que je lis de cette maison d'édition, et clairement affaire à suivre, puisque j'ai juste eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Je suis d'autant plus ravie que Shannon Malka a également écrit un autre livre qui n'est pas publié dans cette maison d'édition, mais qui se passe à Versailles et qui a l'air très chouette. Et il y en a également un autre dans la même maison d'édition, donc Hurlevent, qui est Prisonnière de l'hiver russe. Et alors celui-là, il m'appelle, ça a l'air incroyable. Donc les éditions Hurlevent, c'est plutôt de la fiction historique, avec parfois un soupçon de romance. En tout cas, ce sont de très beaux ouvrages que j'ai hâte de me procurer. J'adorerais avoir la collection, évidemment, mais il faudra un petit peu de temps. Pour le moment, je l'ai lu en e-book et c'est très frustrant. J'aurais vraiment aimé tenir le papier entre mes mains puisqu'ils ont l'air vraiment très beaux et très qualitatifs. Ici, on se situe en Angleterre en 1841 et Helena Quincy, qui est la fille du comte de Winchester, vit sa petite vie tranquille dans le cœur de la campagne anglaise. Elle adore prendre son cheval tôt le matin et partir toute la journée galoper dans les prés, dans les champs à proximité. Ce qu'elle préfère 100 fois à ses leçons d'étiquette et de bonne manière. Mais un jour qu'elle sort du domaine pour se rendre en ville, elle va assister à une scène extrêmement violente, puisqu'effectivement elle va voir un homme battre son employé qui est un enfant d'à peine 10 ans, parce que celui-ci aurait volé du pain, et personne autour ne réagit, voire même encourage ce qui est en train de se passer. Helena va être complètement bouleversée et ne pourra absolument pas retrouver sa sérénité, et à partir de là, elle va faire tout ce qu'elle peut pour changer cette situation. Sauf que non seulement c'est une femme, mais en plus c'est pas grand monde. Alors elle est quand même fille de quelqu'un d'important, ses frères ont des relations, et c'est comme ça qu'elle va réussir à glisser un article qui va être publié et qui va faire pas mal de bruit. Par tout un concours de circonstances, elle va se retrouver
propulsé à la cour d'Angleterre au service de la reine, et là commence toute son aventure. Entre les amis, les faux-semblants, la passion amoureuse, des personnes avides de pouvoir et qui cherchent à la déshonorer, on va vraiment découvrir la cour anglaise dans tout son faste, mais aussi ses faux-semblants. Et là où j'ai trouvé ce livre particulièrement passionnant, au-delà du fait que c'est une période que j'adore et que je pense que globalement on pourrait me raconter un peu n'importe quelle histoire à cette période-là, je fonce. Ici, on a quand même énormément d'exactitude historique, puisqu'effectivement, l'autrice est historienne de l'art de formation et a su expliquer et décrire des choses que vraiment j'ai trouvé passionnantes. Et ça a tellement renforcé mon avis sur ce roman. Moi, j'ai juste adoré. J'ai trouvé que c'était très bien construit. J'ai absolument pas pu le lâcher. D'ailleurs, je l'ai lu en 2 jours. Ça m'a happé. Vraiment, je vous le conseille tellement et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ses autres œuvres et de découvrir aussi les autres livres des éditions Hurlevent. Donc voilà, c'était la dernière lecture que j'avais à vous présenter. Vous l'avez compris, si tous ces titres sont présents ici, c'est que ça a été des énormes coups de cœur, mais il y en a eu d'autres. Et donc si jamais vous êtes curieux ou curieuse de voir la liste de tous les livres que j'ai pu lire cette année, avec à chaque fois le nombre d'étoiles qui vous dira clairement si j'ai aimé ou pas, voire même de lire quelques chroniques que j'ai pu écrire, et bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Babelio, comme je vous le disais. C'est là que tout est noté et vous pouvez même me suivre, noter vos propres lectures, etc. Le lien de mon Babelio est toujours disponible dans la description de l'épisode, de même que le profil Instagram du podcast, sur lequel vous pouvez également me suivre et venir discuter avec moi. Je serais super curieuse de savoir ce que c'est le top 6 de vos lectures de l'année, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire ou à m'envoyer un message, vraiment j'adorerais lire ça. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.